On revient là vraiment à la littérature, puisque ici nous avons une autre amie assez intime de Madame Mayrisch, c'est Marie Closset. Marie Closset, ici une autre photo d'elle, a un pseudonyme en littérature. Elle prend le pseudonyme de Jean Dominique et elle publie un premier recueil de poèmes en 1899, et puis elle est encouragée toujours par ce même cercle, les Vingt, par les Van Rysselbergh, par André Gide, par Émile Verhaeren, qui la poussent à publier. Mais on trouve aussi Aline Mayrisch qui intervient auprès de Jacques Rivière pour qu'il publie les poésies de Jean Dominique à la NRF. Et Jean Dominique, Marie Closset, a un parcours assez intéressant parce qu'elle vit à Uccle, à Bruxelles, et donc dans les années, donc la première étape, c'est 1906, l'époque où un ministre lui demande à elle et à une autre amie, Blanche Rousseau, qui est aussi écrivain, de se charger d'un cours de littérature française pour les futurs professeurs de français, pour les jeunes femmes, les jeunes filles qui veulent devenir professeurs. Et puis, bon, elle est un peu déçue par cette tâche dont le ministre l'a chargée, et donc elle démissionne et elle crée un institut de culture française privé, avec ses deux amis. Elle s'inspire notamment de l'anarchiste Élisée Reclus, qu'elle a connue quand elle était toute jeune. Elle s'inspire aussi de la petite école de Léon Tolstoï. Et je pense que ça, c'est un sujet qui intéresse Madame Mayrisch. L'éducation des jeunes filles, des jeunes femmes, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et puis, par le biais de Marie Closset, de l'Institut de culture française, nous allons arriver à une amie encore plus intime, je vais dire, Hélène Legros. Hélène Legros est née la même année, elle aussi, qu'Aline Mayrisch, donc 1874, comme Marie Closset, comme Madame Mayrisch, et donc des papiers d'Hélène Legros étaient joints avec les lettres d'Aline Mayrisch, avec les papiers d'Alexis Curvers, etc. Et donc c'est une femme assez pathétique, je vais dire, qu'on découvre dans tous ces textes qu'elle a écrits, dans ses journaux intimes, ses lettres, ses tentatives d'écriture. Les cartes postales, certaines cartes postales sont adressées par Lou à Mademoiselle Hélène Legros. Vous voyez le beau L qui signe la carte postale. Ça, c'est une carte de Grèce en 1914. Il y a aussi ces fameuses notes pour le portrait graphologique d'Aline Mayrisch, c'est une spécialité d'Hélène. Ici, ce ne sont que des notes dont je vais vous lire quelques mots-clés qui reviennent pour décrire le caractère de son amie, d'Aline Mayrisch. On trouve d'abord quelle intelligence, quelle faculté de raisonnement, quel amour de la spéculation. Mais après viennent quand même les critiques, goût de l'embarras, goût du bizarre, dissipation, goût du changement. Elle s'éparpille dans les actes et les paroles. Ses dispositions spéculatives diminuent son sens pratique. Il reste l'ardeur, résignation impossible, ambition, orgueil, domination, beaucoup d'humanité, mais ni finesse ni tendresse, très peu d'art de sensibilité et d'intuition. Vous voyez, le portrait est un peu mitigé, mais on retrouve très souvent ce contraste entre l'intelligence et la froideur dont Hélène Legros souffre beaucoup. Elle a besoin d'affection et elle ne trouve pas cette affection chez cette amie, chez Aline Mayrisch.
En 1906, Hélène Legros publie, la seule chose qu'elle ait publiée, et encore pas sous son nom, sous un pseudonyme, c'est une nouvelle qui s'intitule Aline. Et donc j'étais très intéressée par la lecture de cette nouvelle, en me disant il doit y avoir quelque chose d'Aline Mayri, c'est pas possible. Elles se connaissent depuis quelques années et Hélène Legros publie un conte qui s'intitule Aline. Alors je ne trouve pas beaucoup de parallèles, mais cette description peut-être au début du personnage principal, donc une jeune femme qui est victime vraiment de son éducation, de son entourage, de l'impossibilité de faire des études, etc. Peut-être le portrait physique qu'elle donne ici est-il inspiré des traits de Madame Mayrisch. Une étape importante dans leur relation, c'est en 1924. En 1924, Hélène Legros quitte le village de Barvaux-sur-Ourthe où elle vit avec son père, avec ses frères qui sont médecins, son frère qui est médecin. Et elle s'en ressource, elle décide de quitter sa famille et elle cherche une maison. Elle va finalement s'installer à Tilf-sur-Ourthe où Madame Mayrisch va lui offrir une maison et donc ça transparaît évidemment, oh oui là je suis un petit peu en retard, ça transparaît évidemment dans sa correspondance et dans son journal intime. Ici, c'est un extrait où on retrouve on dirait que Hélène Legros a vraiment de l'ascendant sur Madame Mayrisch. Par cet extrait, on voit qu'elle porte un jugement sur sa façon d'écrire, on comprend qu'elle lui donne des conseils pour écrire mieux. Et puis elle se plaint toujours de ce manque Ici c'est qu'elle pense qu'elle est trop intelligente et qu'elle n'a pas assez de talent. Ici c'est le manque de tendresse, l'impossibilité d'accepter les démonstrations amicales, la sentimentalité, elle ne le supporte pas, elle ne la supporte pas cette sentimentalité. Donc elle doit être une intelligence répondant à une intelligence. Et puis, elle est généreuse, Madame Mayrisch, mais ce n'est pas toujours bien, n'est-ce pas, de ne faire que recevoir de quelqu'un avec qui on est ami. Il faut pouvoir aussi que l'autre personne accepte la réciproque, et là, Madame Mayrisch n'accepte pas. Quelques détails aussi sur un point de vue assez différent, beaucoup plus critique de l'ambiance à Kolpach. Hélène Legros, elle est un peu déçue, je pense, par cette amitié, par cette froideur, et elle voudrait une autre amie. Et l'autre amie, c'est Marie Delcourt. Donc, en 24, quand Hélène Legros quitte Barvaux, elle s'installe à Tilf-sur-Ourthe et Marie va vivre avec elle dans cette maison offerte par Madame Mayrisch. Et Hélène Legros sera vraiment la médiatrice entre elles. Elle présentera les deux femmes. Je ne sais pas très bien dans quelles circonstances, mais en tout cas, on sait que Marie se trouve à Paris et que elle voit Aline Mayrisch qui tout de suite va la présenter à André Gide. Elle espère que Marie Delcourt pourra aider André Gide à traduire le banquet de Platon, puisque Marie Delcourt est helléniste, elle est extrêmement compétente. On apprend aussi qu'elle est très timide. Ça aussi, c'est très contrasté par rapport à ce qu'on lit de Marie Delcourt, comme helléniste réputée, première femme à enseigner à l'université de Liège en philologie classique. On n'a pas du tout cette image d'une jeune fille complexée et paralysée par la timidité telle qu'elle est décrite. Mais je pense aussi que
ici vous voyez donc Hélène Legros et Marie Delcourt, et Hélène a là 48 ans, hein, et Marie Delcourt dans le jardin de leur maison à Tille-sur-Ourthe. Je pense que ce qui a plu à Aline Mayrisch chez Marie Delcourt, c'est cette personnalité justement très contrastée, très paradoxale, hein, donc une intelligence supérieure, une timidité maladive, des complexes, une personnalité tout à fait torturée. Oui, je pense que ça a pu... ça c'est un échantillon d'une lettre de Lou, où Lou justement se plaint de ne pas pouvoir, on est en 45, elle se plaint de ne plus pouvoir aider Marie. Elle lui a donné l'occasion d'écrire des centaines d'articles dans la Luxemburger Zeitung par exemple. Ça lui faisait un revenu pour elle, pour Hélène, enfin elle est morte en 1933 Hélène, et donc là elle regrette, Aline, elle ne peut plus, la Luxemburger Zeitung ne paraît plus, elle ne peut plus aider matériellement ses amis. C'est un des aspects de leur amitié, c'était de matériel, on va dire. Un autre aspect peut-être de l'aide de Madame Mayrisch, elle emmène Marie en voyage, elles partent en Grèce, et ici elles écrivent toutes les deux à Hélène je ne sais plus d'où, mais enfin, oui, de Venise. De Venise, ça se voit. Elles écrivent de Venise sur le chemin de la Grèce. Autre carte postale, je me suis posé la question de savoir pourquoi Madame Mayrisch passait par Budapest pour partir au Japon. Enfin, elle envoie cette carte postale de Budapest à Marie Delcourt et à Hélène Legros à la veille de son départ au Japon. Alors intervient dans la vie de Marie Delcourt un grand événement, c'est la rencontre avec ce tout jeune homme, jeune et beau romancier, beaucoup plus jeune que lui, et là on comprend très bien que Aline Mayrisch n'est pas tout à fait d'accord avec ce mariage. Elle ne le dit pas clairement, on ne retrouve pas en tout cas les lettres où elle s'en explique. Je pense que Marie Delcourt a un handicap, elle a eu la poliomyélite quand elle était toute petite, et je pense que Aline Mayrisch considère que ce jeune homme qui ne travaille pas, qui veut être écrivain, sera un handicap supplémentaire pour elle. Elle ne le dit pas directement, mais on l'apprend par les textes d'Hélène Legros, par Schlumberger, etc. Donc à un moment donné, Alexis Kurwerf est envoyé à Alexandrie pour voir si leur amour va perdurer, s'ils vont encore, s'ils vont continuer à vouloir se marier après ce voyage. Mais il revient et effectivement, il se marie, il devient le mari de Marie. Et là, c'est le jour du mariage avec Hélène Legros qui est leur témoin. Autre absence dans la correspondance, c'est un épisode assez mystérieux de la vie du couple. Marie ne peut pas avoir d'enfant à cause de son handicap et ils essayent, ils font une tentative d'adoption qui avorte. Ils veulent adopter l'un de ces petits garçons, le plus grand, Luis Ibarlosa, qui est un réfugié basque pendant la guerre d'Espagne, et de cela vraiment on ne retrouve absolument rien dans la correspondance, donc ça reste très mystérieux. Peut-être faut-il garder le secret sur un échec cuisant en fait pour les Kurwerf, qui n'ont pas pu finalement garder cet enfant. Aline Mayrisch s'intéresse beaucoup à toute la famille de
Marie Delcourt. Donc ici j'ai refait un petit arbre généalogique pour essayer de m'y retrouver, parce que Marie parle notamment de la Wurterei, et donc ça c'est les descendants de son grand-père s'est marié en deuxième noces avec Anne Wurth, et Marie Delcourt descend de Lucie Tandel, qui est le premier mariage d'Émile Tandel. Donc toute la famille, vraiment, Madame Marie s'intéresse à toute la famille de Marie. Vous avez le grand-père, Émile Tandel, ici, deux photos, une en 1871, une en 1889. Vous avez cette réflexion sur, à la mort de Joseph Wurth, quand Marie annonce à Lou, avec beaucoup de désinvolture, sa mort. Je ne sais pas très bien comment ça se passait dans la famille de ce côté-là. Il devait y avoir des dissensions. Par contre, c'est avec beaucoup de difficultés qu'elle annonce la mort de Jean Hollenfels. Donc il est assassiné à la fin de la guerre, et Marie éprouve beaucoup de difficultés à annoncer ce décès à Aline Mayerich, ce qui reflète, je crois, l'amitié qui unissait Madame Mayerich et le docteur Hollenfels. Il y a la maman de Marie Delcourt, Lucie, qui, dit-elle, est l'être le plus méchant qu'elle a connu. Pourtant, elle n'a pas l'air très méchante, mais bon, elle avait 7 ans quand sa mère est morte et que son père s'est remarié. Je ne sais pas si c'est lié. La méchanceté de ma mère. D'ailleurs, elle s'étend assez longuement sur cette méchanceté, surtout parce qu'elle a peur elle-même de devenir aussi méchante que sa mère. Et puis elle se dit, mais non, Lou, alors, oh ma meilleure conscience, oh Lou, ma source de courage. Après que la pensée de ma mère m'a poursuivie, la tienne me guérit. Tu ne m'aurais pas choisi si... Point de suspension. Bon, relation... filiale, on va dire, entre Marie et... Oui, le frère Émile Delcourt, le frère de Marie, est aussi objet de discussion, principalement parce qu'il a 2 filles et que Marie et Aline Mayerich discutent beaucoup de l'éducation des filles en général, et en particulier des filles du docteur Delcourt. Ce qu'elle ne dit pas, Marie, dans ses lettres, c'est qu'elle se dispute souvent avec son frère parce que Alexis ne travaille pas. Ça, elle ne le dit pas à Aline Mayerich. Par contre, elle voudrait bien que Aline Mayerich fasse la promotion des livres de son mari. Ici, elle lui parle de Bourleron, le premier roman qu'Alexis Curvers a publié, et Aline Mayerich est assez méchante à ce sujet, au sujet de ce premier roman. Je crois qu'elle n'a pas pardonné à Alexis Curvers d'avoir finalement épousé Marie. Elle en parle à Jean Schwimberger, je crois qu'il est là. Ah non, ça c'est Jean Hubaut, c'est le co-signataire de Bourleron, sous le pseudonyme de Jean Sarrazin. C'est un collègue de Marie Delcourt à l'université de Liège. Et quand Aline Mayerich en parle à Schwimberger, son ami, quand elle lui écrit, elle dit mais Marie se fait beaucoup d'illusions sur ce roman qu'Alexis a publié, mais c'est tellement mauvais, ils vont être déçus, ils vont être tristes, je ne sais pas comment leur dire, et puis de toute façon, Marie, elle attribue, elle oublie, elle semble oublier que c'est Jean Hubaut qui signe le roman, et elle attribue la maternité du roman à Marie Delcourt. Hein. Elle a l'air de croire que c'est, de penser que c'est elle qui a écrit ce roman. Même chose après, quand Alexis Curvers s'essaye à la dramaturgie, il publie cette pièce de théâtre, et Marie Delcourt voudrait bien que son amie, qui a encore des relations à Paris, trouve le moyen de faire la promotion, trouve un metteur en scène, ou bien s'adresse à la presse pour en faire la promotion. Et Aline Mayerich, dans cette lettre ici, évidemment il y a la maladie, il y a l'âge, mais
elle n'a aucune idée de cette publication, elle n'a jamais entendu parler de la pièce de théâtre écrite par Alexis Curvers, alors que Marie n'a fait que lui en parler dans les lettres précédentes. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Alexis Curvers. Pourtant, il a quand même quelques qualités, cet Alexis Curvers. Pendant la guerre, leur voiture au Curvers a été réquisitionnée et Marie Delcourt doit prendre le train pour aller à l'université de Liège, de Tilff à Liège. Il y a quand même quelques kilomètres à faire et de la maison jusqu'à la gare, il y a aussi quelques... Mais avec son handicap, c'est très difficile, les déplacements sont très difficiles, les hivers sont très rudes et Alexis construit un traîneau où il installe Marie Delcourt et il la traîne jusqu'à la gare. Et ça, c'est quelque chose qui touche Aline Mayrisch. Hein. Et voilà, le chevalier servant, le plus fidèle des chevaliers servants, ça c'est quand même un peu plus gentil pour Alexis Curvers, qui au moins a été capable de bricoler ce petit traîneau. Mais bon, l'espoir et la volonté s'amenuisent. La maladie fait son chemin et Aline Mayrisch n'en a plus pour très longtemps. Ici, elle signe « Ton aveugle et clairvoyante amie ». C'est la dernière lettre écrite de sa main en novembre 1946 et précédée par une main étrangère de son infirmière. Lou n'est plus qu'un cadavre vivant, dit-elle. Elle pèse à peine 35 kilos. Elle s'accroche encore à la vie, mais elle n'en a plus pour très longtemps. Elle est dans un état, dit-elle, un état moral déplorable, un état assez près de la démence. Elle est au bord du désespoir. Elle ne sait pas pourquoi elle est châtiée ainsi. Et elle termine par ces mots pathétiques. « Je t'en supplie, écris-moi » à Marie. Donc, c'est ma seule attache avec le monde. À ce moment-là, il reste à peine un mois à vivre à Madame Mayrisch. Elle meurt le 20 janvier 1947, à l'âge de 72 ans. Et Marie lui survivra encore une trentaine d'années. On la voit ici à Kolpach. Je pense qu'elle a 85, en tout cas elle est encore à Kolpach en 78, l'année avant sa mort, elle meurt en 79. Revoilà Marie et Madame Mayrisch pour terminer sur une note plus chaleureuse. Et la statue de Mayol, Pomone, je pense que c'est un beau symbole de l'amitié très généreuse des deux femmes. Et alors en guise vraiment de conclusion, je n'ai pas regardé ma montre, mais je suis sûre que j'ai dépassé le temps imparti. Je me dis que ce qu'il reste à faire comme travaux, après, évidemment, avoir fait tous les efforts possibles pour retrouver les correspondances, les journaux intimes, les avoir édités, avoir écrit peut-être une biographie détaillée de Madame Mayrisch, avoir réédité tous ces textes. Peut-être qu'il reste à faire, c'est un travail ambitieux, mais une analyse prosopographique, c'est un bien grand mot, mais de Kolpach, suivre, identifier tous les gens qui sont passés par Kolpach, toutes les personnalités, faire leur parcours, faire des mini-biographies de tous ces gens-là, voir tout ce qui les rapprochait, avec ce point commun, cet esprit de Kolpach, ce lieu qui a réuni les fervents d'un humanisme qui dépassait les frontières. Voilà, j'espère qu'il y aura des amateurs pour continuer ce travail, parce que c'est un travail vraiment de grande ampleur qui nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie.